Yo les amis, alors je suis assez fatigué pour tout vous dire. J'ai eu pas mal d'ennuis, de trucs nuls, de machins, avec Noël qui approche, tout ça, les boulots, boulot, tout ça. Mais bon, est-ce que ça vous intéresse? Non, je ne crois pas. Mais enfin, en parlant d'intérêt, on a eu un chapitre plutôt fourni, justement, avec Bleach. Le chapitre 656, finalement, c'est un chapitre qui est assez surprenant. Là où on avait eu la dernière fois un chapitre avec très essentiellement fondé donc sur le pouvoir du Miracle, si ce n'est exclusivement fondé sur Miracle, là, le sujet change diamétralement. Je veux dire, on passe du Miracle au combat entre Yoruichi et Askin. Et c'est assez étonnant parce que juste avant, on a eu un combat, enfin on a eu deux combats qui se suivaient, qui étaient très cohérents. On avait voilà 5 ou 6 chapitres, je crois 6 ou 7 chapitres, Mayuri versus Pernida, et ensuite 5 ou 6 chapitres, Kyoraku versus Lily Barreau. Clair, net, cohérent, c'était ça. Et là, on a ensuite l'introduction du combat, entre Byakuya, Renji, Shinji et le Miracle. Et là, on a un chapitre qui nous réintroduit un autre combat. Alors c'est assez intéressant. Déjà, premièrement, on voit que le combat entre Ichigo et Askin, bon bah, il a pas été très long. Et visiblement, c'est ce que je pensais, Ichigo ne fera pas partie de ce combat. C'est comme Kenpachi, si vous voulez. Au début du combat contre Pernida, on pouvait se dire, ah ouais, ça va être un featuring de Kenpachi Mayuri. Mais là, on s'est vite rendu compte que Kenpachi serait hors de combat assez rapidement. Ça veut pas dire que Kenpachi on le reverra jamais. Kenpachi, ça veut dire qu'on va le revoir plus tard dans un autre combat. Ça veut dire ça. Kenpachi est tellement une hype énorme. On n'a rien vu de son Shikai honnêtement, on n'a pas vu grand chose. Donc, Kenpachi, on va le revoir. C'est exactement pareil d'Ichigo. Et les gens qui disent « Oh là là, c'est le personnage principal, oh là là, est-ce qu'il pourrait pas avoir un moment de gloire un petit peu ?» Oui mais les amis, le moment de gloire il va l'avoir. Il va l'avoir le moment de gloire, je vous assure. À la toute fin, quand il va vaincre Jouabak, il aura son moment de gloire, voilà. Mais pour l'instant, il pourrait laisser un petit peu la place aux autres sur la scène. Et c'est ce qu'il fait. Facepalm, par terre, Ichigo en mode pancake, hein, vous avez vu, il est tout plat, c'est assez curieux d'ailleurs. C'est assez bizarre de la part de Kubo, il a dessiné comme une crêpe. Mais Ichigo, voilà, ne sera pas, à mon avis, de ce combat, il sera mis hors de combat pour le moment. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Faut pas que Ichigo monopolise tout. On a déjà Nel et Grimjo qui sont à ses côtés, et il faut qu'ils aient un adversaire. Tout le monde se rend bien compte qu'en lisant, à mesure qu'on avance dans l'histoire, il y a de moins en moins de méchants pour de plus en plus de gentils qui sont toujours même pas arrivés. Où sont les Fullbring? Où sont les Vizards? Enfin, je parle des Vizards encore vivants. Où est Love? Love a encore son Bankai à nous montrer. Est-ce que Ukitake va revenir? Est-ce que les Fullbring vont revenir? Est-ce que, enfin je parle de Ginjo et de Tsukishima, est-ce que à un moment Ishin et Ryuken et Urahara vont participer au combat? On a besoin de voir leur Bankai et peut-être le let style de Ryuken. Donc des gentils qui nécessitent des ennemis. En l'occurrence, le fait que Ichigo donc perde ce combat est une très bonne chose. Enfin perde, disons soit mis hors de combat pour le moment. Donc revenons un petit peu à Askin. Askin nous fait une espèce de petit monologue, j'adore ce personnage d'ailleurs, parce qu'il est tellement calme, tellement cool, c'est vraiment l'incarnation de la coolitude. J'ai pas d'autres mots. Je veux dire, Askin, ce mec, avec la mèche comme ça, il est encore plus cool qu'Aizen, je dirais. Et je l'aime déjà parce qu'il a ce petit côté un peu Deadpool, à faire des vannes tout le temps, et puis à parfois même casser un peu le quatrième mur. Il a des réactions très humaines, comme je le dis très souvent, et c'est ça qui crée un peu ce côté très touchant, mais drôle en fait, assez fin dans ce perso. Et en même temps, il est conscient que voilà, son pouvoir est badass, quoi. Il est conscient que lui-même est un personnage cool, donc c'est assez drôle de voir ça. Et il a un pouvoir qui pour le coup, non seulement est badass, mais est assez OP, assez cheaté. En fait, on en vient à réaliser, le pouvoir d'Askin est une sorte de pouvoir de zone, un petit peu à la Trafalgar Law dans One Piece. Ce qui fait que, alors soit il t'envoie des petites boules de poison, parce que oui d'accord, d'ailleurs quand il dit gift en fait, c'est pas moi qui ai réalisé ça tout seul, mais j'ai lu qu'en fait gift ne veut pas dire cadeau, mais gift veut dire poison en allemand.
Donc en fait, toute la thématique de Askin, c'est évidemment la dose létale qui devient un poison dès qu'elle dépasse le stade nécessaire. Donc, on avait vu déjà les dégâts de son pouvoir face à Nimaya quand il avait augmenté la quantité de sang dans le système sanguin de Nimaya. Et là, il augmente la quantité de Reishi autour de Chad et Orime qui arrivent comme ça à court dès qu'ils voient Ichigo un peu dans la merde. Alors déjà, Chad aussi également, parlons-en, il balance son braceau d'Erecha del Gigante. Et moi personnellement, je trouve ça vraiment très dommage que Chad n'ait pas eu de moments vraiment plus intéressants que ça pour voilà, des moments de gloire. Je trouve que Chad, c'est un personnage qui a fait tellement de potentiel, mais qui a très mal été utilisé par Kubo. Je veux dire, le seul truc utile qu'il ait fait pour l'instant, c'est d'avoir rattrapé Ichigo qui avait failli tomber du Varvelt. C'est vraiment ça, c'est la seule chose qu'il ait faite. Mais j'aimerais bien voir peut-être un développement de ses pouvoirs, et quelqu'un avait fait un super dessin sur DeviantArt, je me rappelle, où on voyait en fait une évolution potentielle du pouvoir de Chad, en montrant en fait que tous ses bras, vous voyez, se seraient en fait matérialisés, non pas juste sur ses bras, mais ses pouvoirs se seraient matérialisés sur toutes les parties de son corps, pour Derecho del Gigante, donc ce serait sur la partie droite, avec une espèce d'armure, voilà comme ça, noir et rose, et de l'autre côté blanche et rouge avec le bras du diable, le bras gauche du diable, et voilà, donc ça ferait une espèce de demi-holo en fait, parce que finalement ce sont des pouvoirs de holo, puisqu'il est un fullbringer en fait, un fullbringer. Donc voilà, j'espère un jour qu'on verra un petit peu un power-up pour Chad, et en plus il pourrait exploiter le fait que pour les Quincy, je vous le rappelle, les pouvoirs de holo sont des poisons. Les holos sont des poisons. Donc ça pourrait être vraiment une bonne raison pour introduire Chad de manière vraiment importante dans un combat contre un Sternritter. Et un Stützvassal, comme l'indique très précisément Askin, c'est un mot que je n'ai pas employé jusqu'à présent, mais c'est vrai, on pourrait le dire, les Sternritter Elite, c'est aussi les Stützvassal. Et les Stützvassal sont en fait, comme il l'explique Askin, au nombre donc de 4, et Lily Barrow, et là un peu big révélation parce qu'on pouvait s'en douter mais on ne le savait pas, Lily Barrow était en fait le leader des Stützvassal, et ça fait un petit peu sens étant donné qu'on savait que Kyoraku la dernière fois contre les Espadas s'était battu contre finalement une sorte de leader des Espadas puisque c'était le numéro 1. Et là il se bat contre le numéro 1 des Stützvassal, donc ça peut nous dire que voilà, ça fait du sens. Encore une fois, il y a un miroir, un parallélisme entre les deux arcs. Ensuite, on apprend qu'il considère, enfin il a appris, il sait que Lily Barrow a été défait. Alors dans le manga, je crois qu'il y a plusieurs traductions, au moment on voit que Lily Barrow a été tué ou que Lily Barrow a été vaincu, mais Lily Barrow n'a pas vraiment été vaincu. Lily Barrow, je vous le rappelle, il n'est pas vaincu, il est encore en train de se battre contre Aizen enfin potentiellement Aizen et surtout Kira. Donc Lily Barrow n'est pas hors de combat. Par contre, ce qui est très curieux, c'est que Askin évoque Pernida sans évoquer le fait qu'elle a été vaincue. Donc ça, c'est une chose curieuse. Mais la chose la plus importante à dire, les amis, c'est que Askin évoque une sorte de rumeur, même pour lui c'est une rumeur, et d'ailleurs il évoque même le fait que ce soit bizarre ce qu'il raconte. C'est que, en fait, la différence avec les autres Stützvassal et les autres Sternritter, Pernida et Gérard n'avaient pas leur pouvoir, n'ont pas reçu leur pouvoir de leur majesté, de sa majesté Joabak. En fait, il explique d'ailleurs un petit peu, il éclaircit une chose, les pouvoirs des Sternritter ont été en fait donnés par Joabak, et ils ont été éclos en fait par le pouvoir de Joa. Mais il est possible que les Sternritter avaient en eux-mêmes, déjà au fond d'eux-mêmes, le pouvoir qui ne demandait qu'à être développé. Mais en ce qui concerne Pernida et Gérard, ce qui est très différent, c'est qu'eux ils avaient déjà leur pouvoir. Ils n'ont même pas eu besoin que Joabak leur développe leur pouvoir, leur donne la possibilité de l'exploiter. Non, ils avaient déjà leur pouvoir. Et donc là où effectivement Lily Barrow est prétendument donc le premier Sternritter, puisque il a été donc la dernière créature de Joabak, le dernier, en fait c'est le dernier pouvoir que Joabak a créé, donc potentiellement le plus parfait en termes de puissance et de perfection, mais en même temps il a été le premier des Sternritter, puisque étant justement le plus parfait, c'est la première fois que Joabak a désigné un Schrift, c'est-à-dire une lettre à un de ses futurs Sternritter. Donc Lily Barrow a reçu le X avant tout le monde. Ça nous donne une bonne idée de comment s'est constituée l'armée.
En fait, Joabak, il a déjà donné des pouvoirs à plein de Stenritter. Et il a un peu jaugé qui étaient les plus forts, tout ça. Il a peut-être même fait une sélection. On sait qu'il aime bien les sélections, Joabak. Et il a vu que parmi tout cela, il y avait donc le dernier qu'il avait créé, Lilibaro, le X-Axis, qui était potentiellement le plus puissant. Et il a dit que voilà, Lilibaro, ce sera le chef des Stenritter. Donc on peut pas forcément dire que Lilibaro était le plus puissant des Stenritter, mais en tout cas, il est possible qu'à présent, on puisse désigner Lilibaro comme le leader des Stenritter. Chose intéressante, quand on revoit le combat entre Kyoraku et Lilibaro. Donc, revenons un petit peu à Gérard et Pernida. Pernida, donc, main du roi, ok, on comprend. Mais Askin désigne Gérard en tant que cœur du roi des âmes. Et c'est là que ça devient complètement bizarre. Parce que là où, effectivement, ça faisait sens qu'il y ait un bras du roi des âmes qui se balade tout seul dans Saraitei, dans le Varved, enfin dans le Rukungai, même si effectivement, comme le dit Askin, c'est très curieux qu'il soit Quincy, mais part du roi des âmes, ça fait pas vraiment beaucoup de sens. Et d'ailleurs, Pernida avait dit elle-même qu'elle était un Quincy depuis le début, ce qui avait étonné lui-même Mayuri. Mais Askin donc parle du cœur du roi des âmes. Or, là où on peut évidemment comprendre, quand tu vois le roi des âmes qui était finalement juste un tronc sans les bras, tu te dis ok, ça fait du sens que les bras se baladent. Mais le cœur, il n'avait pas de cœur le roi des âmes? Quand Ichigo l'a stabé comme ça, l'a poignardé dans le cœur, sous la pression de Joabak, est-ce que finalement ça ne l'a pas tué, finalement peut-être parce qu'il n'avait pas de cœur? Enfin bon, ça c'est une hypothèse, mais en l'occurrence, Gérard représente quelque chose de beaucoup plus abstrait, et du coup ça donne une profondeur à son personnage qui est excellente pour moi. Là où j'avais peur avec son nouveau pouvoir là de God Size, c'est qu'il devienne juste une espèce de brute sans cervelle, un petit peu à la Yami. Mais finalement, heureusement, ça n'est pas le cas, puisque il devient beaucoup plus une espèce d'entité un peu allégorique du cœur du roi des âmes, qui est beaucoup plus mystérieuse que ce qu'on pourrait penser. Donc ça, c'est super chouette. Et donc on peut attendre un combat beaucoup plus intelligent et beaucoup plus surprenant que juste un espèce de combat de catch entre un géant et un mec balèze, peut-être Kenpachi, je sais pas. Parce que pour l'instant, a priori, on ne sait toujours pas qui va être l'adversaire de Gérard finalement. Mais on sait qui va être l'adversaire de Askin, c'est Yoruichi. Yoruichi apparaît comme ça, alors j'adore comment elle apparaît. Yoruichi, elle amène toujours de la fraîcheur au combat, c'est tellement génial. Comme ça, accrochée à l'envers, enfin, c'est très très drôle. D'ailleurs, elle ne touche pas le sol, ce qui peut donner l'impression qu'en fait, le pouvoir de Askin se fait au contact du sol. Donc le pouvoir de Askin, on a vu la Gift Ball, qui est une espèce de boule de poison. On a vu le Gift, Gift Pad, ces espèces de piscine en fait, de poison en fait. Et donc on comprend déjà que le pouvoir de Askin est lié au poison. Et il explique à Chad et Orihime que son pouvoir est lié à la manipulation de substances. Lorsqu'il ingère cette substance, eh bien il peut contrôler la dose létale. Soit peut-être même en diminuer la dose, soit en augmenter la dose. Et il explique d'ailleurs que comme il a bu trop de café au lait, il peut pas, là il faut qu'il fasse une petite pause parce que voilà. Et Yoruichi, en gros, très pragmatique, lui dit ouais mais pourquoi tu les étrangles pas? Pourquoi t'étrangles pas les gens? Et Askin, j'aime bien, il a une espèce de code, un petit peu de classe, voilà, de code de conduite. Il dit non, attends, ça c'est peut-être toi et Bambietta, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grossières, de vulgaires femmes brutales, mais moi je fais ça avec élégance. Et c'est vraiment super drôle de voir comme ça parce qu'il a un petit côté troll, mais en même temps un petit peu trollé par Yoruichi, qui lui rebalance ses flèches qu'il tire d'ailleurs de son petit bracelet. Et d'ailleurs son arc balance 2 flèches, donc c'est intéressant. Intéressant de voir ça. Yoruichi également ensuite enclenche son Shunko, et là où on savait que le Shunko de Soifon est lié au vent, ou du moins se matérialise en une forme de vent, le Shunko de Yoruichi se matérialise en une forme de foudre. Et elle fait appel à une espèce de dieu en fait, elle fait référence au dieu Shinto, c'est-à-dire japonais de la religion shintoïste, du dieu de la foudre et des tempêtes, qui s'appelle Raijin. Et donc Raijin est souvent représenté
par des tambours comme Ener, hein, d'ailleurs, vous savez, Ener dans One Piece avec ses tambours sur le dos qui permettent de faire tonner la foudre en fait et de faire grondre le tonnerre. Et donc elle fait un petit peu, elle matérialise ça derrière comme des ailes en fait, et elle matérialise ça derrière son dos et invoque une espèce de grosse colonne de foudre, un petit peu à la Raigo, un peu comme cette attaque de Ener, donc, et elle permet donc à Askin de fermer sa gueule, hein. C'est à peu près ça. Donc Askin, comme tous les autres Shuzzafel, va forcément devoir se transformer en une espèce de divinité, hein. Bon, je ne pense pas qu'il échappera à la règle. Mais, à la différence des 3 autres Shuzzafel, je pense pas que Askin se transformera en prophète divin ou en créature mythique. Non. À mon avis, Askin, c'était le plus humain des 4. C'était celui qui d'ailleurs lui-même était étonné de se retrouver dans ses rangs, parce que pour lui, il n'était pas de la même noblesse que les 3 autres, de la même, pas forcément de la même puissance, mais disons de la même classe, quoi. Pour lui, il ne se considérait pas assez noble pour pouvoir entrer dans ce régiment d'élite. Mais, bon, alors est-ce que ça veut nous dire que sa transformation sera différente? Très sûrement. Pas forcément qu'il n'aura pas de transformation, parce que je pense qu'il n'échapperait pas à la règle, il n'échappera pas à la règle, hein, il aura une transformation, ça c'est certain. Et je pense que comme à l'image de tous les autres combats contre les Shuzzafel, on aura droit à une transformation assez rapide. Je pense qu'on aura même le chapitre prochain. En l'occurrence, donc je ne sais pas de quelle mythologie il sera emprunté, il fera référence, mais il a fort à parier que donc il fera comme les 3 autres une petite allusion à une créature mythique. Mais je pense que sa transformation ne dénaturera pas son caractère. Parce qu'on va pas se mentir, mais par exemple Lily Barrow, son caractère a diamétralement changé lorsqu'il est devenu cette espèce de séraphin, d'ange divin, voilà, sous la forme de chouette divine qu'il était. Je veux dire, bon, son caractère avant, quand il était en mode sniper, il était très calme, très cool, justement, très réfléchi. Et ensuite, dès qu'il est devenu cet ange, dès qu'il est passé en vol standing, il est devenu tout de suite très arrogant. Bon. En ce qui concerne Gérard et Pernida, c'est pas que leur caractère a changé, mais ils ont vraiment beaucoup changé physiquement. Et je pense que dans les 2 cas, je n'aimerais vraiment pas que le caractère ou le physique de notre ami Askin change vraiment beaucoup. Alors après, bon, voilà, c'est une transformation. Une transformation, ça va vraiment forcément changer quelque chose, au moins. Donc, on verra bien. Mais en l'occurrence, j'aime vraiment ce personnage et je n'ai pas envie qu'il change complètement. Pour vous donner une idée, je pense que c'est mon Stern Ritter préféré, enfin mon Shuzzafel préféré, mon Stern Ritter Elite préféré. Peut-être à côté de Gérard Valkyrie, mais je le préfère quand même. J'aimais beaucoup Lily Barrow, mais Lily Barrow en mode sniper. Voilà, j'ai beaucoup aimé les premiers moments du combat entre Lily Barrow et Kyoraku. Après, quand il s'était transformé en espèce de ange très arrogant, c'était un ange chouette poulet, flamant rose arrogant. Voilà, pour moi j'avais pas l'impression de revoir le même personnage. Pour moi c'était un autre personnage auquel je n'ai pas forcément accroché, qui n'était pas un mauvais personnage, mais qui était quelqu'un d'autre, voilà. Enfin les amis, voilà, donc je vous dis à la prochaine, et peut-être même à l'année prochaine, parce que comme vous le savez, eh bien ici c'est la pause de Noël, hein, je crois, même pour Shonen Jump ça va être la pause de Noël, donc pour les auteurs ce sera une pause bien méritée. Donc les amis, à moins que nous nous retrouvions pour une vidéo discussion, une vidéo théorie ou une vidéo bilan sur les combats que nous avons eu dans Bleach, donc, je vous dis à la prochaine, ou bien plus simplement à l'année prochaine.